Mais, je le disais tout à l'heure à propos de Montréal, si lui s'est monté un personnage théâtral pour pouvoir jouer le rôle qu'on lui demandait, sans quoi il n'aurait aucune audience, sur les chaînes de la radio québécoise, dans les années 1980 à 2000, ses adeptes aujourd'hui, 20 ans après sa mort, en redemandent et ne supportent pas qu'on remette en question le rôle de prophète qu'il s'était attribué. Eux aussi sont en demande de cela par personne interposée. On parle en psychologie d'un besoin d'une figure d'identification. J'avais fait un article sur les sectes, où j'expliquais que les adeptes sont autant en demande que leur gourou, d'un idéal à chercher, qui relève de ce noyau psychotique. Je pense qu'on peut être tous amenés à voir ce noyau ressurgir en nous. L'autre, dont on sent un destin prophétique, et dont on est l'adepte, vient combler notre sensation de vide intérieur. J'ai eu l'occasion de faire une formation dans une école en développement personnel, où un leur collectif était cultivé, par lequel le groupe s'identifiait à un idéal totalement factice, où ceux qui révélaient la supercherie étaient regardés comme des traîtres à détruire. Le groupe se fondait sur ce que j'ai alors appelé la complicité contre. Le fait d'avoir un ennemi commun fait que des gens ont l'impression de s'aimer, simplement à lapider psychiquement celui qu'on rejette, ou qu'on sent remettre en question la sensation d'unité du groupe. Il est intéressant de voir comment les membres de ces groupes ensuite, une fois qu'ils perdent les ennemis par lesquels ils se soudaient, finissent par se déchirer entre eux. J'avais eu l'occasion de discuter avec des adeptes de BDM par exemple, qui ont besoin de croire que leur maître à penser serait le premier à avoir contacté le supramental en 1969, comme il l'avait fait croire lui-même, sans dire qu'il avait emprunté ce terme à Sri Aurobindo. Or Auroville a été créé avec la même ambition, en février 1968, donc un an plus tôt que la date donnée par BDM pour sa supposée fusion, qui marqua officiellement, devant un représentant de l'UNESCO, la descente du supramental sur la Terre. Mais ces adeptes, l'apprenant, y virent une tentative de prise de pouvoir sur le supramental. Alors qu'on aurait pu croire qu'ils soient heureux de savoir que leur quête vers le supramental existe ailleurs en Inde, ils le vivèrent comme une atteinte à leur propre besoin d'être les seuls, les premiers, les uniques à réaliser cet idéal. BDM ne citait pas ses sources d'inspiration, car il avait besoin de faire croire, cela faisait partie du personnage qu'il s'était créé, et dont il était devenu prisonnier en quelque sorte, qu'il n'avait pas eu besoin, comme nous tous, de sources d'inspiration, pour recevoir l'enseignement qu'il prodiguait. Il cachait soigneusement ses sources pour faire croire qu'il recevait tout du supramental, par channelisme. Ayant vécu dans les années 1968 à 70 la vague anti-intellectuelle, il s'était rangé à cette mode, dénonçant l'intellect et le mental comme l'origine de tous les maux de la Terre, et notamment des phénomènes d'astralisation. Ce par quoi ces adeptes ne se cultivent pas, et restent ignorants du passé, croyant alors inventer des choses nouvelles, quand ils ne font que ressasser du déjà-vu. Ce à quoi on peut voir la patte de l'astral à mon avis. J'ai pour ma part une autre conception que la sienne sur certains sujets, justement parce que les connaissances nouvelles qu'Internet permettent de découvrir, telles que la théorie des anciens astronautes, que ne semble pas avoir pris en compte Bernard de Montréal, et qui pourtant avait été préfigurée par Rudolf Steiner 70 ans avant, nous apportent des regards nouveaux. Je crois en la recherche, au fait que la connaissance nous fait accéder à des dimensions supérieures, et que le savoir n'est pas figé de toute éternité, comme le laisserait supposer l'idée que BDM se fait du supramental. Certaines hypothèses, comme celle des âmes d'origines extraterrestres, ou extradimensionnelles, ouvrent des pistes intéressantes. Par exemple, la diversité dans nos perceptions pourrait découler de différences dans l'origine de nos âmes. Ces idées nous aident à concevoir pourquoi nous n'avons pas les mêmes logiciels de fonctionnement. J'avais émis déjà l'idée que nos âmes puissent être assimilées à des logiciels issus de civilisations ou dimensions distinctes, sous la forme d'une métaphore pour expliquer nos façons de penser et d'interagir, souvent différentes, même si chacun croit que sa manière à lui de sentir serait la seule authentique, et que les autres ne pourraient être que factices. Les familles d'âmes, une métaphore pour comprendre nos différences. En imaginant que nous sommes sur Terre avec des âmes provenant d'autres civilisations, la diversité devient compréhensible. Le concept anglais de starseed illustre cette idée, des âmes issues des étoiles, de civilisations variées. Ces différences d'origine peuvent expliquer la pluralité des familles d'âmes. Cependant, appartenir à une même famille d'âmes ne garantit ni affinité émotionnelle ni compatibilité relationnelle. Si des points communs, dans la manière de fonctionner existent, par quoi on peut se sentir complice, ils n'impliquent pas forcément une entente affective, fraternelle ou amoureuse. Cette mécompréhension est fréquente, et illustre la complexité de nos interactions. Certains parlent de « flammes jumelles », par exemple, quand ils croisent une personne de leur famille d'âme, car ils ont besoin de croire faire « un » avec quelqu'un, sans qui ils ne pourraient pas vivre. Or,
ce type de besoin fait qu'ils deviennent facilement la proie des manipulateurs, donc de l'astral. On peut, à partir d'une attente déçue de ce type, avoir à vivre une traversée du désert de plusieurs années, pour apprendre à supporter la solitude psychique. Voici un exemple pour illustrer les différences de nos âmes, comparables à des logiciels, pour mieux comprendre sur quoi les différences résident. Prenons l'exemple de la capacité ou non de tolérer la différence et la divergence. Exemple de logiciel de type 1, celui qui tolère et embrasse la différence. Certaines configurations d'âme semblent programmées pour voir la diversité des goûts, opinions et sensibilités, comme une richesse. Dans ce type de logiciel, il n'y a pas besoin de s'aligner parfaitement pour coexister ou même apprécier la compagnie de l'autre. Au contraire, la différence stimule la curiosité, et ouvre des portes vers des perspectives inédites. Ce mode de fonctionnement est plutôt fluide et flexible. L'individu accepte que chacun évolue selon sa propre logique. Les relations ne sont pas construites sur une complicité forcée, mais sur une compréhension mutuelle où l'authenticité prime. L'amour ne nous intéresse pas, qui oblige à la superficialité, et force à l'hypocrisie. On n'est plus fait, avec ce type d'âme, pour être médiateur, car on peut comprendre tous les points de vue, sans en privilégier un plus que les autres. Exemple de logiciel de type 2, celui qui ne supporte pas la différence. D'autres âmes, comme celle d'un monsieur passionné de cinéma que j'ai croisé l'autre jour, à simplement lui dire que je ne suis pas un grand amateur de cinéma, s'est levé et m'a dit qu'il ne voulait même pas me parler, me regardant avec mépris, comme si je l'avais insulté. Il est probablement programmé pour rechercher une validation constante et une homogénéité absolue avec les personnes qu'il côtoie.